Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur Denis Fortier. Bonjour Denis, vous allez bien? Bonjour Amélie, ça va très bien. Oui, vous habitez en Montérégie, sur la rive sud de Montréal. Exactement. À quel endroit précisément? En fait, à Calixa-la-Vallée, qui est une toute petite municipalité qui se trouve entre Sorel et Montréal. Donc, je vis là, à la campagne, c'est là que j'écris. J'ai une vieille grange, je vais me réfugier là pour écrire avec mon chien, puis c'est comme ça que je vis cette passion-là d'écriture. Et vous êtes physiothérapeute au CHU Sainte-Justine? Oui, ça c'est ma deuxième vie. Donc, je suis physio à Sainte-Justine en obstétrique, donc avec les femmes enceintes. Je travaille 3 jours semaine, puis j'écris 4 jours semaine le reste du temps. Alors, à temps plein comme auteur et à temps partiel comme physiothérapeute. Exactement, oui. Et aussi comédien, je lisais aussi musicien. En fait, j'ai étudié brièvement en théâtre et pour ce qui est de la musique, ça a toujours été présent dans ma vie. Un peu comme beaucoup de gens, j'ai pris des cours de piano, des cours de clavier, des cours de chant quand j'étais plus jeune, mais j'ai toujours conservé la musique dans ma vie. Donc, j'ai encore un piano chez moi, je joue régulièrement et même la musique, ça fait aussi partie du processus créatif d'écriture pour moi, notamment pour le premier roman qui s'est écrit, sur papier, là, avec des mots, mais aussi avec le piano et la musique. Est-ce que c'était déjà des pièces qui avaient été écrites avant d'écrire le premier roman? C'est-à-dire que j'ai écrit des pièces musicales pendant que j'écrivais le roman. On parle du premier, donc La disparition du Mercure. Le personnage principal, c'est quelqu'un qui joue du piano. C'est pas un pianiste professionnel, mais c'est quelqu'un qui joue du piano. Donc lui jouait des mélodies dans ce roman-là. Et pour moi, en fait, pour mon propre... dans ma façon de travailler, en tout cas, j'écrivais, je composais des chansons. Donc c'était des nouvelles chansons que je composais pour ça. Et ça me permettait d'explorer une facette du personnage qui est complètement différente d'explorer, en tout cas avec des mots. Et on peut aller écouter ces pièces-là sur le site La disparition du Mercure, je crois. Oui, exactement. Il y a des liens YouTube aussi, puis vous allez entendre ces mélodies-là sur YouTube ou sur le site ladisparitiondummercure.com. Est-ce qu'on devrait écouter les pièces avant de lire le roman ou les écouter en même temps? Peut-être en même temps, c'est une bonne question. En fait, moi, je les ai écrites vraiment pour moi, comme je vous disais, mais oui, on peut aller les écouter avant ou après, oui. Et La disparition du Mercure, c'est un roman que vous avez écrit dans le but pas vraiment de le publier. Finalement, ça s'est publié. Exactement. Donc, j'étais à Sainte-Justine à ce moment-là avec les enfants en oncologie. Évidemment, il y a des belles histoires, mais il y a aussi des histoires qui se terminent moins bien. C'est très intense, travailler avec des enfants et des familles, donc des enfants qui sont atteints de cancer. Et j'ai commencé à écrire comme ça, sans même croire à ce que je terminerais cette histoire-là. Puis, pour faire une histoire courte, j'ai terminé, ça s'est conclu en un roman. Puis j'ai été le porter à des éditeurs le jour de ma fête. C'était un petit cadeau que je me faisais. C'était vraiment juste ça. J'avais pas d'attente. Et finalement, ça a été accepté chez Stanké et tout a déboulé ensuite. Wow! Une belle surprise! Oui, c'était vraiment une belle histoire. Évidemment, à partir du moment là qu'on vous appelle, toute cette histoire-là prend une autre ampleur. Et je vous disais tout à l'heure que j'ai déjà étudié en théâtre, donc ce côté-là créatif, ça a toujours été présent chez moi, mais je m'étais dit que professionnellement, je serais physiothérapeute, puis j'avais mis ça un peu de côté, du moins professionnellement. Et avec ce coup de fil-là de l'éditeur, ce coup de fil-là de chez Stanké, pour moi, c'était vraiment un rêve d'enfant. Je pense que je peux dire ça comme ça, qui se réalisait sans l'avoir vraiment cherché, en l'ayant mis en veilleuse, en tout cas, pendant un bon bout de temps. Et combien de temps il s'est passé à partir du moment que la maison d'édition a dit oui, on va le publier, quand c'est sorti? Ça a été assez long. Ça a pris presque 2 ans. En fait, ça a pris 2 ans pour des délais d'édition. En fait, quand une maison d'édition vous appelle, choisit votre manuscrit, évidemment, eux planifient. Et donc, l'apparition s'est faite presque 2 ans plus tard. Il y a une partie de ce temps-là où j'ai retravaillé beaucoup le roman avec l'éditrice et aussi seul de mon côté, dans ma grange avec mon chien à la campagne. Et il y a aussi eu un moment d'attente, comme je vous disais, pour respecter les délais d'édition. Et comment ça a été quand vous avez eu le premier roman dans vos mains? C'est drôle, hein, parce que la personne qui m'a donné le roman, j'ai pas très réagi, ça peut me sembler bizarre, mais pour moi, c'était terminé, en ce sens que le roman était terminé, puis j'étais déjà dans un autre projet. On est souvent un projet en avant de l'autre quand on écrit, et j'avais déjà commencé Du bonheur pour Henrietta, donc j'étais content, mais
je sais pas, j'ai pas réagi tant que ça. Je me sentais un peu coupable. Là. J'ai averti la personne de ne pas prendre ça personnel. Ou s'il y a eu un certain choc, c'est au Salon du Livre de Québec. Parce que le roman paraissait là, de mémoire le 7 avril, puis le Salon du Livre, c'était le 10 avril. Moi, j'avais reçu mon roman quelques semaines avant. Donc, le 10 avril, quand je suis arrivé au Salon du Livre de Québec, le syndrome de l'imposteur, je l'avais totalement. Je me sentais vraiment bizarre d'être devant mon petit, à mon fauteuil pour signer, pour dédicacer mon roman. C'est que c'était là que ça a été vraiment particulier et c'était là où, dans ma tête, là, je me suis dit, bon, je pense que je suis un auteur, puis il faudrait peut-être s'assumer un peu, puis d'avoir un peu plus confiance. Parlons un peu justement du premier roman, La disparition du mercure. Est-ce que vous pourriez un peu raconter aux auditeurs brièvement c'est quoi l'histoire de ce roman-là? Oui, brièvement, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Olivier, qui déménage dans un duplex, qui rencontre le propriétaire du duplex, comme je vous disais tout à l'heure, qui joue du piano. Donc, leur lien d'amitié va se faire par l'entremise du piano. Ce personnage-là principal va lui donner des cours de piano. Et Olivier a un diagnostic de leucémie. Et la relation entre ces deux personnages-là va s'établir dans un contexte de maladie. Donc, c'est la prémisse de départ. Il y a l'histoire de la mère aussi qui va s'ajouter. Et on va découvrir, on va approfondir cette relation-là entre ce petit garçon-là et ce monsieur-là, et qui va devenir finalement une relation plus filiale, hein, presque comme si c'était son père. Un roman qui se passe dans le passé, dans le présent et dans le futur? C'est ça. On alterne beaucoup dans les 3 temps. Et moi, j'ai voulu le construire comme ça, ou je devrais plutôt dire le déconstruire, parce qu'on recule, on avance, on recule, on avance dans la chronologie, parce que je voulais essayer d'éviter d'avoir comment dire, quand on parle d'enfants atteints d'un cancer, on a des images qui nous viennent en tête, c'est presque plus fort que nous, les enfants, pas de cheveux et tout ça, et c'est vrai, là, ça représente la réalité, mais je voulais essayer de m'éloigner de ces images-là qui sont presque imposées, et en le déconstruisant, peut-être qu'on pouvait moins planifier ou anticiper ce qui allait arriver dans l'histoire pour vraiment s'intéresser aux personnages, à ce qu'ils vivaient dans le temps présent, parce que ces familles-là qui sont touchées par ces épreuves-là, mais oui, il y a l'épreuve, il y a le cancer, il y a la maladie, l'hôpital, etc., mais il y a aussi la vraie vie qui continue. Et parfois, c'est d'une part ce qui est difficile à vivre, mais parfois aussi, c'est ce qui est beau, et ce qui est intéressant, pas intéressant, mais ce qui est beau et ce qui est touchant, c'est vraiment le quotidien. Donc, j'ai voulu m'intéresser au quotidien de cette famille-là ou de ces personnages-là, et en déconstruisant l'histoire, pour moi, je crois qu'on y arrivait plus facilement. Et je pense qu'il y a des thèmes qui reviennent quand même assez fréquemment dans le premier, dans le deuxième roman. Oui. Ben, le thème de la famille est vraiment omniprésent. Et c'est drôle qu'on parle de ça parce que je me suis rendu compte de ça, ou j'ai réalisé ça à la relecture, disons, du deuxième. Pour moi, je ne voulais pas écrire une histoire sur la famille, nécessairement. Et c'est ce que c'est autant dans le premier que dans le deuxième. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Et c'est pour ça que je travaille à Sainte-Justine aussi. C'est drôle, hein, parce qu'en écrivant parfois et en se relisant, puis en travaillant un texte, on apprend sur nous-mêmes aussi, puis on apprend à se voir sous un autre angle, ou en tout cas, il y a des choses qu'on comprend en écrivant. Et j'ai compris, pour moi, c'était vraiment limpide que je travaillais à Sainte-Justine, pas pour traiter des enfants, mais pour traiter des familles, pour m'occuper des familles. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les 2 romans. Et dans les 2 romans, c'est des jeunes enfants? Oui, dans les 2 romans, c'est des jeunes enfants, mais ce que vous savez, peut-être pas parce que je ne l'ai pas dit souvent, mais Du bonheur pour Henrietta, c'est en fait le 3e roman. Et le 2e est en écriture en ce moment. Et Du bonheur pour Henrietta a comme doublé à la ligne d'arrivée le 2e. Donc, Du bonheur pour Henrietta est paru. C'est officiellement le 2e roman. Mais il y a un roman j'ai commencé à écrire un autre roman avant tout ça. Et ce roman-là, je m'étais juré qu'il n'y aurait pas d'enfant parce que je voulais aller dans un autre univers. Je voulais aussi peut-être sortir d'une certaine zone de confort parce que j'avais passé beaucoup de temps dans le premier à travailler cette histoire-là avec un enfant. Et ce sera une vieille dame. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est une vieille dame qui part de la Rive-Sud, devant sa maison, puis elle va vivre à New York. Et il n'y a pas de jeunes enfants dans cette histoire-là. Et dans Du bonheur pour Henrietta, mais oui, c'est l'histoire d'une petite fille aussi. Mais est-ce que la vieille dame sera malade? C'est pas encore terminé, mais il va avoir un angle de la maladie, mais ça sera probablement pas l'angle principal. Mais quand on fait le lien avec les enfants et les gens âgés, pour moi, il y a un lien intéressant à faire. Là, je travaille à Sainte-Justine, mais j'ai travaillé aussi avec des personnes âgées, et cette vulnérabilité-là,
tant des enfants que des gens âgés. Pour moi aussi, c'est un sujet qui est intéressant et particulièrement chez les gens âgés. Donc ça me touche beaucoup. Et il y aura un lien, en tout cas, avec la vulnérabilité de cette dame-là. Et ça devrait sortir quand, ce roman-là? La première question, ça devrait être à partir de quand, à quel moment, en tout cas, je vais le terminer. Okay. Donc, il y a un point d'interrogation. Si vous m'aviez posé la question pour Du bonheur pour Henrietta, je vous aurais probablement pas donné la bonne réponse parce que ça a pris plus de temps que prévu. Presque 3 ans? Presque, oui, 3 ans en fait. Ouais. Donc, pour ce qui sera le 3e roman, c'est vraiment difficile à répondre, mais j'écris à temps plein, donc ça avance régulièrement, disons. Denis, si vous me permettez, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants pour parler justement du bonheur pour Henrietta. Parfait.